fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour moi de me présenter encore devant vous. Un nouveau jour, un nouveau numéro. Bienvenue dans votre numéro de notre émission Page spéciale d'où nous parlons de l'actualité de notre pays, la RD Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur avec moi de recevoir M. Chris Mukindi, que je dis déjà bonjour M. Chris. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonne année. Merci pareillement. Merci. Mes vœux aussi. Voilà, M. Chris, avec vous, nous allons essayer un peu de débattre l'actualité de notre pays sur les sujets qui sont en pratique que nous remarquons. Avant d'entamer notre sujet, comment va le parti politique, l'AFDC? Merci beaucoup pour la parole. L'AFDC, parti politique, et les regroupements politiques AFDCA, qui sont tous les deux présidés par l'autorité morale Modeste Bati, se portent merveilleusement bien. Et donc, nous sommes engagés aux côtés du chef de l'État dans le cadre de cette vision que consacre l'Union sacrée de la République. Et nous sommes au service du peuple congolais. Mais aussi, vous savez que nous venons d'entrer dans la nouvelle année, une année qui est considérée par nous comme une année préélectorale, ce qui fait que nous affûtons nos armes pour préparer déjà les élections qui arrivent en 2023. Donc le parti se porte bien, ainsi que tous les cadres et militants de notre parti politique, à qui je présente aussi les vœux. Merci. Ok. Parlons un peu des élections qui se préparent déjà en 2023. Vous aviez parlé de votre parti politique. Qu'est-ce que le parti politique AFDC propose ou assure aux électeurs qui vont vous élire étant que député national, député provincial, je sais pas moi, à la présidence peut-être aussi, on ne sait pas. Déjà, il faut souligner que nous n'avons pas un candidat qui sort de nos rangs comme parti politique ou regroupement politique pour 2023. Okay. Notre candidat, c'est le président de la République actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours d'une de nos réunion de conférence des présidents, il a été plébiscité pour être notre candidat en 2023. Donc, nous sommes partants pour ces élections, mais à tous les autres niveaux, au niveau des législatives nationales, législatives provinciales, mais aussi, si les calendriers, la CENI le permet, aux élections les plus bas, nous croyons que nous allons participer. Mais il faut dire aussi qu'un parti politique a pour ambition de conquérir le pouvoir. Ouais. Conquérir le pouvoir et puis l'exercer. Mais pourquoi l'exercer? C'est pour le bien des Congolais. Lorsque nous allons à la conquête du pouvoir, c'est parce que nous avons une vision pour ce pays, nous avons un projet de société qui retrace ou qui identifie tous les besoins de notre société, et nous alignons des acteurs que nous considérons être valables, des acteurs qui ont l'amour du Congo, des personnes qui incarnent l'esprit des changements. Et de ces faits, lorsque nous arrivons à conquérir le pouvoir au niveau législatif national ou provincial, il arrive que nous puissions imprimer la vision que nous avons pour le bien des Congolais. Donc, comme tout parti politique, nous avons un projet de société. Comme tout parti politique, nous avons des ambitions. Et notre ambition, je l'ai dit, c'est d'être majoritaire, surtout au niveau des institutions délibérantes. Okay. Parce que c'est là où se joue les vrais pouvoirs. Donc, voilà, les moments opportuns, vous saurez qui est candidat, qui ne l'est pas. Je profite de votre micro pour dire déjà que moi je serai candidat à Lukunga en 2023. Okay, donc voilà. C'est une bonne chose. Monsieur Chris Mukindi, vous aviez parlé du changement quand vous serez et tout. Vous êtes en train d'envisager de projets et tout pour le changement. De gens qui lancent des visions. Nous avons remarqué la fois passée, la fois dernière et tout. Quand il y a eu les élections, il y avait aussi des députés qui passaient, qui disaient que voilà, je ferai ceci, je veux changer le pays. Il y avait de visions, il y avait de projets. Est-ce que vous assurez au peuple congolais que si, parce que vous aviez déjà lancé le message que vous êtes parmi le candidat ou membre de candidat des élections 2023, est-ce que vous êtes sûr que vos projets et votre vision
va se réaliser en 2023? Vous savez, moi je ne fais pas de la politique démagogique. Okay. Nous avons observé que la plupart de ceux qui étaient candidats en déjà en 2006 ou en 2011 jusqu'en 2018 ont vendu du vent au peuple congolais, dans le sens qu'ils leur ont fait des promesses qui n'entrent même pas dans les cadres des prérogatives ou des compétences dévolues à un député ou à un sénateur. En prenant aussi les cas des députés provinciaux. Le travail d'un député, c'est de voter des lois. C'est de contrôler le gouvernement, l'action de l'exécutif. Ce n'est pas construire les ponts. Ce n'est pas construire des stades. Voilà, malheureusement, pendant la campagne électorale, il y a des candidats qui, profitant de l'ignorance du peuple congolais, leur promettent des choses qui sont pas à mesure de réaliser, qui relèvent du pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif qui crée des stades, c'est le pouvoir exécutif qui lance des ponts. C'est pas un travail du député. Mais malheureusement, comme j'ai dit, profitant de l'ignorance de notre peuple, certains se sont lancés dans ce genre de promesses. C'est comme ça que facilement vous allez remarquer que le peuple dise que non, bâton va les loroter. Parce que le peuple s'attendait à ce que le travail que les députés fera puisse toucher directement à leur situation, même pas sociale, mais je ne sais, en termes des infrastructures. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'un député est élu, il doit créer des routes. Il doit créer des caniveaux, il doit créer... Alors que ce n'est pas son travail. La faute ne revient pas au peuple, la faute revient à vous, députés, parce que quand vous êtes pendant le moment de campagne, vous êtes en train de promettre au peuple... Voilà pourquoi j'ai dit que moi, je ne fais pas de la politique démagogique. Le travail d'un député, c'est de voter des lois, des bonnes lois, pour promouvoir sa société, pour permettre à ce que chaque Congolais, là où il est, puisse mieux vivre. Malheureusement, il y a des gens qui font ce genre de promesses, mais il y a aussi cette responsabilité de notre population. Heureusement que certains commencent à se réveiller pour savoir les vrais travail du député. Donc, pour 2023, moi, je ne viendrai pas lancer ce genre de campagne, en tout cas, pour dire je vais construire des ponts, je vais arranger des avenues, bâtir des stades. Ce n'est pas le travail d'un député. Les députés, c'est limite à voter des lois, mais aussi à contrôler l'exécutif. Merci beaucoup, M. Chris Mukendi. Actualité Congo, que pensez-vous de la tournée qu'effectue le chef de l'État à l'intérieur de notre pays, la RDC Congo? Je crois qu'il était temps. Il était temps pour le chef de l'État de faire ces safaris au niveau de nos provinces. Vous savez que depuis qu'il a été élu en 2018, Félix Tshisekedi n'a jamais été au Kasaï. Je l'ai vu à Goma, je l'ai vu à Beni, je l'ai vu dans le sud Ubangi, je l'ai vu à Lubumbashi, je l'ai vu dans plusieurs autres provinces. Mais il faut relever que les Kasaï, ce sont des provinces. Quand je dis ce sont des provinces, dans le sens qu'il y a eu des coupages. On a aujourd'hui 5 provinces de ce côté-là. Ce sont des provinces qui ont été délaissées pendant tout le temps que le Congo existait. Le régime Mobutu n'a pas fait grand-chose dans les Kasaï. Le régime Kabila non plus n'a pas fait grand-chose du côté Kasaï. Et je crois qu'il était temps pour que le chef de l'État puisse s'imprégner de la réalité du peuple kassaïen. Mais pas seulement le peuple kassaïen. Il va, après les Kasaï, j'ai appris qu'il sera dans les Bandundu. Ces contacts-là, c'est important pour que le chef de l'État puisse évaluer effectivement tous les projets qui ont été lancés à travers la République. Parce que rester ici à Kinshasa, on n'a pas la vraie réalité de ce qui se passe dans les provinces. Il était important pour lui de faire ces tours-là. Et je pense que communier avec cette population lui donne une autre vision du Congo et aussi permet que son action puisse être plus efficace pour le bien-être des Congolais. Vous aviez parlé de la visite. Est-ce que le but du voyage ou de la tournée qui effectue le chef de l'État est de juste visiter ou discuter avec ses membres de ville ou ses habitants, ou soit aussi de trouver un compromis ou arranger quelque chose, améliorer quelque chose plutôt? La finalité de toute action politique, c'est l'amélioration des conditions sociales. Et je crois que le chef... Croyez-vous qu'il y aura
un changement après. Le chef de l'État s'y est rendu parce qu'il y a des projets qui ont été déjà lancés dans les Kasaï. Il n'est pas allé là-bas pour faire des promesses de campagne. Il est là-bas parce qu'il y a des projets dans tout l'espace Kasaï qui ont déjà commencé depuis longtemps, mais il fallait qu'ils se rendent effectivement compte de leur progression aussi. Parce que parfois, recevoir seulement les rapports de vos collaborateurs ne vous donne pas la vraie réalité de ce qui se passe sur terrain. Il arrive sur terrain, il trouve effectivement qu'il y a des projets qui sont déjà finis, mais qui n'ont jamais été lancés. Donc, quel projet est déjà fini? Non, mais il y a des projets en rapport avec le barrage Katende, par exemple. Hein, c'est un projet pratiquement fini, mais qui n'alimente pas encore les secteurs. Donc, il était important pour le chef de l'État de s'y rendre et de ne pas seulement avoir des rapports qui lui sont fournis par les services. Donc, je pense que ce voyage, c'est le début du déclenchement de quelque chose dans les grands Kasaï. Et voilà, toute la population s'y attendait. Et nous croyons qu'après son passage, les choses vont bouger. Comment voyez-vous le bilan du chef de l'État après les 3 ans qu'il a fait à la tête de notre pays, la RDC Congo? J'entends parler du bilan. Mais il faut dire au peuple congolais que lorsque nous votons les présidents de la République, nous les votons pour 5 ans. Nous ne les votons pas pour 2 ans, pas pour 3 ans, mais pour 5 ans. Donc, chacun maintenant, lorsque, au bout de 3 ans, comme on dit, bilan à mi-parcours, chacun pourra faire son évaluation personnelle. Je dis, les amis qui habitent par exemple les Lupen, qui pendant 18 ans ne se sont pas baignés à l'eau qui coule de leur douche. Si les chefs de l'État, pour les habitants de Lupen, Télécom, Delvaux, commencent pendant les régimes Tshisekedi à se baigner dans leur douche, l'eau coule du matin jusqu'au soir, pour ces gens-là, ils diront que Félix a réussi. Pour ceux qui n'ont jamais été au bénéfice de l'électricité dans ces pays, lorsque Félix Tshisekedi leur donne l'électricité, ils disent que Félix a réussi. Pour celui qui, pendant 3 ans, a envoyé son enfant à l'école, profitant de la gratuité instaurée par les chefs de l'État, ce monsieur va vous dire que Félix... Qui s'y sont suivis avec de grèves, les enfants n'étudiaient pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis dans les principiels. Hein. Là, vous entrez dans les débats de fond, mais moi, je suis en train de vous expliquer comment on apprécie les bilans. Donc, pour quelqu'un qui n'avait pas d'eau pendant 18 ans, 20 ans du mandat de Kabila, lorsque Félix lui donne de l'eau, chaque matin, il ne se réveille plus à 4 heures du matin pour chercher l'eau au robinet. Mais seulement l'exemple de Lupen. Mais justement. Mais, si on prend Djili, on prend... mais on peut prendre Djili pour dire qu'ils n'ont pas l'électricité. Pour ceux-là, lorsque Félix leur donne l'électricité, ils disent qu'il a réussi. Donc l'appréciation du mandat dépend de la personne ou la rencontre du besoin que vous avez lorsque le régime est en place. Parce que tout le monde n'attend pas de Félix Tshisekedi de la même chose. Tout le monde n'attend pas des régimes la même chose. Moi, par exemple, j'ai dit, moi j'habite Lupen, pour moi, s'il nous donne l'eau, il a réussi. Donc, c'est comme ça par secteur. Pour des amis qui ont l'habitude, je suis en train d'en arriver. Pour les gens qui ont l'habitude de voyager, les billets d'avion coûtaient, pour aller à Lubumbashi, ça coûtait $390, $380. Félix arrive, aujourd'hui, ils achètent les billets à $190, $195. Pour ces voyageurs-là, ils disent Félix a réussi. Donc, de manière globalisant, chacun va apprécier les bilans, mais de manière de la mandature, j'ai dit c'est 5 ans, au bout de 5 ans, on pourra dire si les choses ont réussi ou pas. Mais je reviens à ce que le président lui-même a dit. Il a reconnu que sur les plans sociaux, il y a encore des efforts à fournir. Il a dit au cours de son allocution devant les 2 chambres réunies en congrès que le Congolais n'arrive pas à réunir les 2 bouts du mois. C'est déjà quelque chose d'important. Parce que on a vu dans ces pays, à chaque discours devant la nation, un président qui disait que son mandat était toujours positif. Mais là, on a un président qui est sincère, qui dit aux Congolais la vérité. Il dit ce que les Congolais pensent. Il ne dit pas autre chose que ce que les Congolais ne pensent pas. Il dit, on a un problème d'eau. Il les reconnaît. Le problème n'est pas de la sincérité, le problème est que le Congolais veut voir. Non mais justement, le président est en train de réaliser, c'est vrai. Mais il faut rappeler ici que l'État, c'est une continuité. L'État, c'est pas Félix vient avec un coup de bâton magique, il commence toute la République le même jour. Pas du tout. On a commencé notre pays avec Kasavubu qui a travaillé, il est parti, Mobutu est venu, Mobutu est parti, Kabila père est venu, Kabila fils est venu, il y a maintenant Tshisekedi.
Lorsque vous allez visionner, par exemple, les vidéos des campagnes de 2006, vous allez voir M. Kabila qui promettait ce qui arrive aujourd'hui avec le barrage Katende. Déjà en 2006, Joseph Kabila avait dit qu'au bout des 36 mois, que le barrage de Katende allait alimenter l'espace Kasaï d'électricité. Nous sommes en 2006. Félix est venu trouver déjà le projet en place? Non, mais je suis en train de vous dire que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ce barrage n'a jamais été lancé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'État est une continuité. Celui qui a précédé travaille jusqu'à un certain niveau. Celui qui arrive continue les projets. Mais nous sommes dans un pays où pendant 18 ans, on a attendu des choses qui n'ont jamais arrivé. Est-ce que vous pouvez comprendre que il y a un régime qui est passé, on continue encore à parler d'eau aujourd'hui dans ces pays? Est-ce normal que nous parlions encore de l'eau dans ces pays? Est-ce normal que nous parlions encore de l'électricité dans ces pays alors qu'il y a un régime qui vient de passer qui a régné pendant 18 ans? Est-ce normal? Donc, ça veut dire que si nous n'avons pas, je ne dis pas qu'on ne doit rien exiger de Félix, on lui exige beaucoup plus parce qu'il vient de l'opposition. Il connaît l'état des lieux de la situation du pays. C'est comme ça qu'on lui exige plus. Mais on ne peut pas comprendre que ce qui n'a pas été fait en 18 ans, ça soit réalisé en 3 ans, alors que nous avons un pays qui a une superficie de 2 345 000 km². Donc ça veut dire que les efforts sont engagés, nous reconnaissons ce qui est fait, mais nous pensons que lorsqu'il aura à finir son mandat, toutes ces questions pour lesquelles nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, des attentes de la population seront effectivement rencontrées au bout de 5 ans. Le problème, vous aviez parlé de projets lancés, le régime a lancé pendant 18 ans. Le problème ne revient pas à la population. Le problème revient au président Félix-Antoine Tshisekedi lors du congrès 2019. Il a eu à promettre, il a eu à dire des choses que voilà, tel projet sera réalisé, tel projet sera réalisé. 2020, idée. 2021, pas plus que loin ici, il a encore dit le projet. On sous-entend qu'il n'y a que de projets qui s'y lancent, mais il n'y a pas de réalisation de ces projets. Mais un pays, c'est l'ensemble des projets aussi. Je crois que vous êtes une femme intelligente, vous formulez des projets pour votre vie, oui, des projets pour votre avenir. C'est comme ça que fonctionne l'État aussi. Il y a des projets qui sont formés, mais ils doivent passer au stade de l'exécution. Voilà. Et en ce qui concerne l'exécution, le chef de l'État a reconnu aussi, lors de ces discours-là, que certains projets souffraient d'un manque de coordination et d'une faiblesse de leadership, de faiblesse de pilotage. Ça, il a reconnu. Donc, j'ai dit, c'est très bien qu'il ait fait les constats. Maintenant, il faut passer à l'action, voir quelles sont les personnes qu'il faut sanctionner lorsque une ville comme la ville de Kisangani, pendant 4 mois, souffre d'un déficit d'électricité. Il y a des responsables. Donc voilà. Donc j'ai dit, ces déficits de coordination étaient une interpellation du côté du chef, mais aussi il a lancé la balle aux députés nationaux. Lorsqu'il dit que certains projets souffrent du manque de coordination, il veut simplement dire aux députés nationaux, mais jouez votre rôle aussi. Parce que ce sont les députés qui contrôlent l'action du gouvernement. Et nous sommes dans un cas d'un gouvernement des coalitions où plusieurs forces politiques composent avec Félix Tshisekedi. Il ne peut pas commencer à se réveiller un matin comme ça, il commence à révoquer des ministres. Ça va créer un déficit de cohésion dans l'action du gouvernement. Voilà pourquoi il interpelle. Je ne sais pas si les députés ont saisi les messages du président lorsqu'il disait que certains projets ont été déjà lancés mais souffrent d'un manque de coordination. Ça veut dire qu'au sein du gouvernement, il y a certains ministres qui ne jouent pas convenablement leur rôle, et que les députés nationaux devraient prendre les relais pour interpeller certains ministres et leur poser la question pour savoir pourquoi tel projet qui a été lancé n'arrive pas à terme, alors que son mandat, son échéance d'exécution était par exemple de 14 mois. Nous sommes à 20 mois, nous sommes à 30 mois, ce projet n'est pas fini. Voilà, donc c'est comme ça que je dis, le président a interpellé. Il faudra maintenant que les députés saisissent la balle au bon pour pouvoir faire leur travail. Donc voilà, mais aussi au niveau du gouvernement, je pense que le président va tirer toutes les conséquences de ces manques de coordination et de cette faiblesse des faiblesses de pilotage de certains projets. Comment voyez-vous venir les élections de 2023 en tant que membre de l'Union Sacrée et puis candidat des élections de 2023?
Dans la mesure où le bureau de la CENI aujourd'hui affiche complet, nous sommes confiants quant à l'aboutissement heureux de ces processus que nous souhaitons de tous nos voeux. Vous savez, tous les Congolais sont unanimes pour que chaque 5 ans, nous puissions avoir les élections dans ces pays. Et je crois que le chef de l'État s'est inscrit dans cette démarche-là de pouvoir donner aux Congolais, offrir aux Congolais les élections chaque 5 ans. Donc, je suis confiant. Et vous savez, notre pays, c'est un pays à plusieurs surprises. Donc, dans le sens que on a connu dans ces pays des gens qui hésitaient pour aller aux élections, qui finalement se sont tenus. Okay. Il revient maintenant à chaque acteur politique de pouvoir se préparer parce que les élections sont devenues la voie obligatoire par laquelle tout Congolais doit accéder aux institutions de la République. Donc il n'y a plus de nomination. Nous espérons que ces élections seront transparentes, ces élections seront crédibles, parce que déjà, on a une mauvaise expérience de 2018. Moi, par exemple, j'ai été candidat en 2018 à Lukunga. Oui. On a vu certains qui étaient battus à plate couture au niveau de notre fédération, siéger à l'Assemblée nationale et les véritables élus restaient dans la rue. Donc nous considérons que, nous espérons, en tout cas nous souhaitons de tous nos voeux, que cette CENI qui est installée puisse jouer à la transparence pour que la population... La CENI, elle est dite politisée. Non, mais ça c'est la volonté du constituant. Une CENI politisée ou une CENI dépolitisée, c'est la volonté du constituant. Et l'Assemblée nationale, qui est l'organe habilité à faire des réformes, a voulu assez que cette CENI se présente de cette manière-là. Donc, dès lors que nous avons cette CENI-là, il faut aussi rappeler que la loi veut que les délégués des partis politiques qui participent à la gestion de la CENI coupent tout lien avec leur parti politique pour donner les caractères neutres à la CENI. Et nous espérons que cette CENI sera à la hauteur et corrigera les erreurs de la CENI de Corneille Nangaa qui a fait à ce que la population ne s'identifie pas clairement dans les élus qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale. Nous espérons que cette CENI de Kadima sera à la hauteur des attentes de la population. Voilà, nous sommes en train de chuter dans notre émission, mais avant de chuter, quelque chose à dire sur l'état du siège qui a été renouvelé pour une 14e fois. La Constitution n'a pas limité le nombre de fois pour proroger l'état des sièges, et je pense que dans la mesure où les raisons qui ont sous-tendu à ce que les chefs de l'État décrètent l'état des sièges ne sont pas encore éradiquées, je crois que l'état des sièges va continuer parce que ces effets sont visibles. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est que la paix revienne à l'est de la République. Il ne faut pas céder au chantage des opérateurs économiques qui souffrent du fait que l'état des sièges leur empêche de réaliser leurs affaires. Et ce sont ces gens-là qui diabolisent l'état des sièges qui en réalité apporte effectivement la solution. Je ne dis pas que c'est la seule recette, mais pour le moment, nous pensons que l'état des sièges, c'est la recette appropriée pour pouvoir éradiquer les massacres à l'est de la République du Congo. Voilà, M. Chris Mukendi, un dernier mot ou un message à transmettre aux électeurs ainsi qu'au peuple congolais. Aux électeurs, c'est pas encore le moment, sinon nous serons en campagne électorale. Voilà, donc c'est vrai que 2022 c'est une année préélectorale, et nous affichons seulement nos ambitions pour l'avenir. Mais ici, je voudrais présenter mes vœux à toute la population congolaise. Je présente mes vœux au président du Sénat, l'honorable sénateur Modeste Bahati. Je présente mes vœux à tous les membres du gouvernement. Je présente mes vœux à voilà, donc à vous-même ainsi qu'à votre équipe, aux propriétaires de cet endroit. Donc je présente aussi mes vœux à Maman Paulette Kimuntu. Voilà, merci beaucoup M. Chris Mukendi, fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin de notre émission.
Avant de quitter les plateaux, avant de finir notre émission, je présente aussi mes vœux au leader de notre chaîne, M. Peter Tiani, ainsi que papa de papa, M. Florent Miokono, Madame Paulette Kimutu, Belgodor, je te salue de là où tu es, ainsi qu'aux techniciens, Yadjojo Moulumba, Réveil Coupa et Emmanuel. Voilà, fidèles téléspectateurs, meilleurs vœux à vous. Bonne année 2022. Je vous aime tellement et merci beaucoup. À très prochainement.